Bonjour. Dis donc, merci. J'espère que vous applaudirez autant après. Mais surtout, bravo à vous. Bravo à vous. Ça y est, vous êtes enfin diplômés. Franchement, c'est la classe. Je suis particulièrement heureuse d'être ici et je tenais à avoir de manière tout à fait opportuniste ce chapeau que je ne mérite pas du tout. Je n'ai pas du tout fait vos études, mais je garderai bien précieusement parce que ce qui est assez drôle, c'est un joli coup du destin que je me retrouve là. Alors, on m'a prévenu il y a quelques jours. Mais ce qui s'est passé, c'est que AgroParisTech, c'est la seule école de laquelle je me suis fait refuser, en fait. Donc j'ai fait la Sorbonne, Sciences Po, Helsinki, là je suis à Oxford, mais voilà. AgroParisTech m'avait fermé ses portes parce que j'avais pas de licence de maths, ce qui est plutôt rassurant d'ailleurs que voilà. Pour la dignité des ingénieurs agronomes. Mais donc je suis particulièrement honorée que vous ayez pris plutôt une littéraire pour vous faire ce petit discours. Comme je le disais, j'ai eu peu de temps, donc excusez-moi si c'est un peu foutraque, maladroit, mais j'ai fait de mon mieux. Je sais que je ne suis pas votre plan A, hein, ni même votre plan B, mais le C, voilà, ça me va pas mal en fait d'être un plan C, déjà parce que c'est C, Camille, c'est un peu cool. Et plan C aussi, je vois déjà les esprits les plus mal placés d'entre vous, mais figurez-vous que c'est pas seulement mon pseudo favori si jamais je lâche tout pour me lancer dans une carrière musicale un peu underground. J'ai regardé plan C, Royaume-Uni. Ça désigne un réseau d'activistes anticapitalistes fondé en 2013 qui prône l'organisation communautaire et des alternatives aux structures politiques et économiques dominantes. Très sérieux en fait un plan C. C'est classe. C'est aussi le plan C une belle allégorie de ce qui nous attend. Préférer aux routes évidentes les chemins de traverse. Simplement parce que le plan A nous amène vers l'abîme. Notre génération a la drôle de tâche de rendre simplement possible l'existence de la prochaine. Alors avant d'entrer dans le dur, je voulais souhaiter à chacun et chacune d'entre vous une merveilleuse entrée dans la vie active. Je voulais vous donner aussi des conseils en vrac, à plonger la main dedans, comme Amélie Poulain dans sa sac de billets. Je vous souhaite la fougue que Victor Hugo adressa à Gavroche dans ses lignes. Je souhaite de tenter, braver, persister, persévérer, s'être fidèle à soi-même, prendre corps à corps le destin, étonner la catastrophe par le peu de peur qu'elle nous fait. Tantôt, affronter la puissance injuste, tantôt insuffler la victoire ivre, tenir bon, tenir tête. Voilà l'exemple dont les peuples ont besoin et la lumière qui les électrise. Alors je vous souhaite de tenir bon, de tenir tête, de ne jamais vous laisser aller à l'impuissance, de persévérer coûte que coûte et de préserver le courage de regarder droit. Dans le bruit d'une époque qui sans cesse accélère, je vous souhaite de savoir saisir ce quelque chose qui se passe, entendre les moments qui sonnent justes au milieu du chaos du monde. Je vous souhaite de voir les plans C, les chemins de traverse qui court-circuitent les autoroutes qui vont très vite nulle part. Et quand tout semble s'employer à nous fractionner en camps irréconciliables, je vous souhaite d'être solidaires. Aussi ringard ce mot semble-t-il être devenu. Je vous souhaite que votre première préoccupation soit pour celui ou celle qui a posé un genou à terre. Je vous souhaite de ne pas attendre le grand soir pour faire advenir les petits matins courageux. Aussi, je vous souhaite de rester intranquille, c'est-à-dire de ne jamais lâcher l'existence de penser contre vous-même, de suivre vos rêves et pas vos petits copains, comme disait Meryl Streep. Quoique ne pas suivre son conseil m'a amené à faire des saunas gelés dans la glace, dans la fac d'agroéconomie, dans la banlieue d'Helsinki pendant 1 an. Année toutefois intéressante, donc faire des choix déconcertants vous amène dans des endroits déconcertants. Donc peut-être ne suivez pas les conseils que je vais vous donner, parfois ça a du bon de se tromper. Le meilleur conseil que j'ai reçu, justement avant de partir, c'était d'un professeur en sciences politiques. On était allé le voir parce qu'il était un peu comme ça, inspirant, un professeur de rhétorique. On a l'impression qu'il savait tout. Il préparait des présidents, on avait 19 ans, on était un peu fan, quoi. Et le conseil qu'il nous a donné, c'était de nous oublier.
Alors c'était étrange parce qu'à l'heure du self-love, du self-care, du selfie, on s'attendait à ce qu'ils me disent que nous, personnellement, on avait d'extraordinaire, ce que notre singularité puissante pouvait faire de si singulier dans le monde. Et ils nous avaient conseillé de nous oublier. Ils nous avaient dit, foutez-vous un peu la paix, oubliez-vous pour vous consacrer à des choses plus grandes que vous, le reste suivra. Dans ces choses un peu désuètes que je vous souhaite, je tenais à vous souhaiter d'être heureux et d'être heureuse. Je voulais vous souhaiter d'être heureux, mais est-ce qu'on en a encore le droit? Est-ce que c'est bien acceptable? Est-ce que c'est bien correct de vous souhaiter d'être heureux? Une fille de mon âge, pour peu qu'elle soit née au Congo, à Gaza, au Yémen, elle ne pourrait pas s'autoriser une pensée aussi large qu'être heureux aujourd'hui, demain, quand une simple nuit n'est pas certaine d'advenir. Alors est-ce qu'il n'est pas trop injuste d'être joyeux, sans se laisser rattraper par la coupable crainte que nos rires deviennent indécents, notre joie insultante, nos rires un privilège? Et puis je me suis dit, si c'était finalement une résistance moins lâche qu'elle en a l'air. Je pense cette année aux dignes danses des Iraniennes, au dernier concert dans les bunkers d'Ukraine, aux poèmes écrits sous les bombes, à l'hommage tout en bas de deux du mari d'Agnès Lassalle, le professeur assassiné dans sa classe, aux dessins gravés sur les murs des camps comme ceux des prisons, aux rires qui désarment les puissants. Alors j'ose vous souhaiter d'être heureux. Mais faire de cette joie une résistance qui électrise la froideur et le cynisme d'une époque. De rire même. Je vous souhaite que cette sortie remplie de cet humour que Gary définissait comme l'affirmation de la dignité, une déclaration de la supériorité de l'homme face à ce qui lui arrive. Et c'est précisément ce qui semble nous manquer. Bon, alors maintenant que c'est dit, on est quand même dans un drôle de moment, comme si on était l'incarnation d'un épilogue. Et ce serait lâche de ne pas l'adresser aujourd'hui. Avant que le champagne, j'espère, et les célébrations anesthésient un peu la dramaturgie que j'aurais tenté d'installer pendant quelques minutes. À l'heure où nos voisins, de l'autre côté de l'Atlantique, interdisent des mots, le beau climat par exemple, où des chercheurs fuient ce qui était censé être la plus grande démocratie du monde. Ils partent, ils plient bagages, ils ferment les labos. Les structures de recherche indépendantes sont fermées une à une. Les scientifiques licenciés, et d'ailleurs on commence à en accueillir dans nos universités françaises. Que pouvons-nous faire, nous ici, sur ces chaises? Peut-être réaliser que ce qui se passe ailleurs nous guette ici, et que notre absolue priorité doit être de résister. Françoise Giroud, elle disait cette phrase: « Ainsi commence le fascisme. » Il ne dit jamais son nom. Il rampe, il flotte. Quand il monte le bout de son nez, on se dit « Mais c'est lui, vous croyez ? Faut rien exagérer quand même. » Et puis un jour, on le prend dans la gueule et il est trop tard pour l'expulser. Avance trop tard, avant que nos gueules en soient déformées. Ce matin où le pays des droits de l'homme se réveillera avec un cocard, il est probable. C'est plus seulement une crainte infondée, c'est plus une hypothèse sondagière, c'est plus un fantasme qui joue à se faire peur. C'est une réalité partout en Europe. Pas certaine encore, mais probable. Le cran juste avant les choses dont on en parle en disant « c'est comme ça maintenant ». Ces choses qui nous écrasent tant qu'on s'habitue à leur poids, aussi lourd soit-il. On s'habitue au pire. C'est comme ça qu'on est fichu, je crois. Je voulais aussi vous partager cette préface de la pièce « Grande peur et misère du Troisième Reich » de Brecht. Ça a l'air un peu pompeux comme ça, mais je trouve que c'est très juste. Il avait écrit ça juste avant l'arrivée au pouvoir d'Hitler. Dans ce moment où on disait déjà « n'exagérez pas ». Plus jamais ça. Nous l'avons entendu 1000 fois. Mais le temps avance et les hommes changent. Ou justement non. Ils ne changent pas. Le monde change. À part quelques manifestations au cours desquelles on casse des magasins et hurle des slogans, les dangers ne sont pas directement perceptibles. Ils couvent. Pourtant, les fractures qui traversent nos sociétés européennes sont visibles pour tout un chacun. Ces fractures créent un certain climat, alimenté parfois par des conflits d'ordre géopolitique, un climat de méfiance, de révolte et parfois de haine.
l'étouffement, brutal ou doux, de toute parole, voire de toute pensée critique, et l'inquiétude de perdre la moindre portion de confort quotidien. Brecht n'a jamais fait appel au héros. Il a demandé d'être vigilant et de faire preuve d'un peu de courage. Être vigilant et faire preuve d'un peu de courage, justement. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire pour des ingénieurs ? Résister, oui, mais alors comment ? Fuir ? Je sais qu'ici, je ne m'adresse pas à n'importe qui, pas n'importe où. À l'endroit précisément où l'appel à déserter a commencé. Et il est tentant ce désert. Comme disait Corinne Morel-Darleux dans son essai au titre qui dit tout, plutôt couler en beauté que flotter sans grâce. Il s'agit aujourd'hui de cesser de nuire. Cela passe dès maintenant par le fait de cesser de coopérer. Alors quoi ? Prendre le large ? À l'image du célèbre navigateur Bernard Moitessier, en 1969, alors qu'il était sur le point de gagner la toute première course de vitesse en solitaire autour du monde, le marin décida de ne pas revenir à quai et de poursuivre son voyage pour fuir la civilisation. Mais le péril est si grand et la course va plus vite que je crois qu'il ne suffit donc pas de s'isoler pour s'extraire, ni de s'aveugler pour défaire. Fuir, oui, mais en fuyant, chercher une arme, écrivait le philosophe Gilles Deleuze. Alors laquelle ? Plutôt que de vous le dire comment, comme si j'avais trouvé ce Graal allégorique tant recherché, je voulais vous parler de l'Institut d'orthologie de Vavilov. Je ne sais pas si certains ont déjà entendu cette histoire. C'est la 4e banque de semences du monde. Pendant le siège de Leningrad par l'armée nazie allemande, alors que toutes les denrées étaient prises d'assaut, 13 scientifiques ont veillé jour et nuit sur la banque de semences. Ils n'avaient rien à manger et comme ils étaient trop faibles pour aller du travail au domicile, ils sont restés ici. Ils sont tous morts de faim, sans toucher à la collection de graines pour la protéger, pour protéger le savoir. Ces agronomes se sont sacrifiés pour veiller à une seule chose, l'héritage scientifique, face au fascisme. Alors si je vous souhaite aucun sacrifice, et si j'espère que vous n'allez pas être affamés ce soir, je voulais cette histoire comme une allégorie. Je vous souhaite d'être les intransigeants garants de l'exigence scientifique, celle que vous avez appris ces longues années sur ces bancs. Vous êtes ingénieur, alors soyez ingénieux. Désolé, c'était facile. Mais si vous êtes ingénieur, ne devenez pas ceux du chaos. Ne sombrez pas au séduisant appel des sirènes de la technosolution, celle qui nous fait croire qu'on pourra simplement continuer nos petites affaires en jouant aux apprentis sorciers avec l'atmosphère, qu'il suffit de mettre des couvertures thermiques sur les glaciers pour ne plus qu'ils fondent, ou de changer le pH de l'océan pour y arrêter l'acidification. Vous le savez mieux que moi, le vivant est complexe, pas seulement compliqué. L'urgence écologique n'est pas celle d'un moteur qu'on démonte pour en changer une pièce et le remonter ensuite pour qu'il fonctionne. Plutôt, notre système que l'on démonte, que l'on déconstruit, que l'on détruit, comme un corps humain, lorsqu'il est abîmé, n'est pas si facilement interchangeable. Vous allez devoir composer avec la complexité du monde. Et c'est une chance. Vertigineuse, mais c'est une chance. En tant qu'ingénieur, vous portez la structure de la parole scientifique. Et je crois que vous avez choisi là une des plus grandes responsabilités qui soit. Désolée, vous n'allez pas vous reposer maintenant. L'obsession de la question avant les réponses. Le refus de la posture, des vérités qui arrangent. Le courage de celles qui dérangent plutôt. L'obstination, la rigueur, la capacité à penser contre soi, dont vous êtes les garants dans une époque où les mots sont devenus des objets dont on s'empare, qui servent à se signaler, à se faire voir, à vérifier ce qu'on vaut sur le marché de l'opinion. Votre rôle est et va être capital. Et je pèse mes mots. Je dis cela en sachant combien chaque génération croit faire face à un abîme toujours plus grand que le précédent. C'est d'ailleurs Camus qui disait « Si chaque génération se croit vouée à refaire le monde, la tâche de la nôtre est peut-être d'éviter qu'il ne se défasse. » Moi, je suis de ceux qui croient que chaque être humain fait les choses pour la première fois.
Et c'est peut-être ça qui m'attriste le plus avec l'idée de la fin du monde. Plutôt, je préfère croire, même si c'est naïf, que nous arrivons donc sur Terre quasiment au début d'une histoire, et non pas à sa fin désenchantée. À vous d'en être, non pas les rouages muets, mais au contraire, les inévitables auteurs. Je vous souhaite donc, pour finir, pour la suite de tout ce qui vous attend, d'oser étonner la catastrophe. Nous pourrions être surpris. Et si l'on échoue, l'histoire se souviendra que nous avons fait ce qui était juste. Merci. Et bravo à vous. Bravo.